Bonjour Monsieur Lépine, Bonjour. merci beaucoup d'être venu pour l'interview à propos de Maisonneuve pour notre projet de cette année qui est un film en fonction de tous les créateurs de Montréal. C'est un grand plaisir d'avoir été consulté pour cette activité. Vous êtes un historien dans la vie? Moi, je suis un historien. J'ai une formation comme historien militaire. J'ai fait un doctorat. Je suis spécialisé en histoire militaire de la Nouvelle-France et du Québec, des tout débuts jusqu'à 1815. Et j'ai enseigné pendant une dizaine d'années pour les Forces armées canadiennes, où j'enseignais à des officiers de l'armée canadienne l'histoire militaire du Canada. On est bien heureux de vous accueillir pour cette cinquième capsule par rapport à ce qu'on fait à la paroisse et au groupe ado de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Donc, merci beaucoup. Bienvenue. Donc, pour commencer, pourquoi Maisonneuve a-t-il été choisi pour le projet de fondation de Montréal? Maisonneuve a été choisie pour plusieurs facteurs. Il faudrait peut-être remettre un peu le contexte européen et canadien de l'époque. Comme historien, on met toujours un petit contexte. On est en 1640, en Europe, on est en pleine guerre de 30 ans. Guerre de 30 ans, 1618, 1648, une guerre entre catholiques et protestants. La France catholique, la Hollande protestante. Et Maisonneuve, de son vrai nom, Paul de Chemédé, et son père avait une maison qui s'appelait la maison Maisonneuve. Donc, le titre est arrivé 2 ans après sa naissance. Donc, Paul de Chemédé de Maisonneuve, dès l'âge de 13 ans, sert dans l'armée française. Et à 14-15 ans, il sert déjà, il fait la guerre en Hollande. Donc, c'est un militaire d'expérience. Donc, quand on va le choisir, il a 30 ans, mais à 30 ans, il a déjà 15 ans d'expérience. Et il faut voir que c'est la Société Notre-Dame de Montréal, de son vrai nom, la Société Notre-Dame du Montréal, pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Donc, c'était un groupe formé pour l'évangélisation des Autochtones du Canada et de la Nouvelle-France, mais c'était des religieux, des gens riches, des gens d'expérience, mais qui, dans un contexte pseudo-militaire et plus difficile, préfèrent recruter quelqu'un de jeune. Et à 30 ans, Paul de Chemédé est vraiment le candidat idéal. Et déjà, il est prêt à faire la guerre, il est un militaire d'expérience et un militaire qui a sa foi. Mais on n'était pas nécessairement sûr qu'il était le candidat idéal. On avait choisi. Et en 1641, à ce moment-là, Paul de Chemédé était déjà dans une auberge de Paris. Donc, M. Jérôme Leroyer de la Dauversière se présente à l'auberge, reste là quelques jours et écoute M. de Chemédé de Maisonneuve. Et discute avec lui et découvre qu'il a vraiment l'intérêt d'évangéliser, d'aller et de porter la foi. Donc, comme candidat pour une organisation militaro-religieuse, c'est le candidat idéal. Mais pourquoi a-t-il exactement accepté la mission puisqu'il y avait plein de contraintes quand même? Il y avait des contraintes, mais quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui a la carrière militaire, et quand il voit à ce moment-là, pourquoi aller défendre la religion dans d'autres pays à l'étranger, pourquoi ne pas propager la foi en Nouvelle-France? Donc, j'imagine, un des problèmes, malheureusement, avec Paul de Chemédé, c'est qu'il a laissé peu d'écrits. C'est un personnage historique bien connu, mais dont les écrits sont peu nombreux. Donc, la pensée profonde de Maisonneuve n'est pas exacte, mais on peut l'imaginer, quelqu'un qui est capable de... C'est sa foi dans la religion. Donc sa motivation principale, c'était la religion, même si c'était un militaire. C'est ça. Sa motivation était pour aider l'évangélisation et il se servait de sa technique militaire pour pouvoir y arriver. C'est la lecture que je fais de lui. Et est-ce que son rôle dans la colonie, il était plus militaire ou plus lié à l'évangélisation? Pour moi, Chemédé de Maisonneuve était lié aux militaires. C'était le leader. On va le mettre et j'aimerais peut-être apporter des liens aussi, peut-être avec le leadership dans les Forces armées canadiennes, des officiers. C'est que là, on envoie des gens à 6000 km de Paris, dans un milieu hostile. On a des femmes, on a des enfants, on a des ouvriers qui ne sont pas nécessairement des militaires d'expérience. Donc, à ce moment-là,
faut penser que ça vous prend un leader qui est capable de vraiment sauvegarder, parce que c'est une survie initiale. Et c'est à ce moment-là qu'on le voit. Et j'aimerais peut-être faire un lien avec le leadership actuel des Forces armées canadiennes. Qu'est-ce qu'un militaire a en commun au temps de Maisonneuve et aujourd'hui des militaires qui peuvent aller en Afghanistan? Ce sont des gens qui acceptent une mission. Ils ne choisissent pas nécessairement la mission, mais ils l'ont acceptée. On leur fournit des armes qui ne sont pas de leur choix et ils se doivent de survivre et de faire survivre ceux qui sont avec eux. Donc, le soldat qui est en Afghanistan va avec d'autres militaires, mais là, vous avez Chemédé qui est ici, avec quelques femmes, quelques soldats et quelques ouvriers. Donc, son rôle, moi, je le vois essentiellement un rôle militaire et de survie. Et pourquoi son métier de militaire l'a aidé dans toute la gestion de la colonie? Parce que dans la gestion de la colonie, c'était une gestion de survie. Dès qu'ils se sont installés en 1642, les Iroquois ne savaient pas qu'ils étaient installés. Donc, la première année, tout s'est bien déroulé, excepté, évidemment, vous avez peut-être entendu parler, au mois de décembre 1642, juste à la veille de Noël, l'eau a monté. Il y avait énormément d'eau qui montait et leurs petites habitations étaient sur le point d'être inondées. Donc, Paul de Chemédé a fait une promesse. Il a dit, si l'eau arrête et les immeubles sont épargnés, je vais installer une croix sur le Mont-Royal en remerciement. Et l'eau s'est arrêtée presque au seuil des maisons. Donc, le lendemain, l'année suivante, en 1643, Maisonneuve est allé installer la croix sur le Mont-Royal. Il l'a monté lui-même sur ses épaules. En pièces détachées ou en entier, les historiens ne laissent pas. Mais il faut voir que dès 1643, les Iroquois, qui étaient les ennemis des Français à cette époque-là, commencent à attaquer la petite ville de Montréal. Et là, il faut le défendre. Et pour les défendre, il fallait que les hommes aient des arquebuses, qu'ils aient des épées. On ne laissait pas les hommes partir seuls. Donc, ça prenait un leader pour être capable de les entraîner. Et l'année suivante, même en 1644, il y a une quinzaine d'hommes qui sortent et là, ils sont attaqués par les Iroquois. Et c'est Chemédé de Maisonneuve qui va être capable de retarder les Iroquois pour que ses collègues puissent rentrer au fort. Et lui était capable, grâce à sa technique militaire, de survivre et de revenir au fort. Donc, son rôle était vraiment un rôle militaire et de leadership. Il fallait quelqu'un pour être capable de protéger et de sauvegarder la jeune colonie. Mais sachant que la menace iroquoise était très présente, il n'y avait pas des moyens de l'éloigner? Et là, ça, c'est le côté religieux. Des gens qui savent qu'ils ont une mission à accomplir. Leur mission est de l'évangélisation. Ils savent qu'il y a un danger. Ce n'est pas de simples mortels qui vont les empêcher de le faire. Il semblait, la colonie, Jeanne Mance, savait qu'il devait être là. Donc, s'il y a des dangers, on va contrôler les dangers, on va repousser l'ennemi, mais notre mission essentielle, elle est là. Il faut voir que, comme leader, il se sentait imbu d'une mission à accomplir. Et pourquoi les colons, les Européens voulaient faire des alliances avec les Iroquois alors que ceux-ci les attaquaient continuellement? Il faut voir que, dès le début, les Français se sont alliés avec les Hurons, qui étaient généralement dans le nord de l'Ontario et quelquefois au Québec parce qu'ils y allaient. Mais là, ils étaient en guerre contre les Iroquois, qui, eux, les Iroquois, étaient appuyés par les Hollandais. On va peut-être penser que c'est les Anglais qui étaient dans les colonies, mais c'était les Hollandais jusqu'en 1674. Donc, c'était question de territoire. On essaie d'avoir une paix avec les Iroquois, mais il va falloir attendre longtemps après le départ de Chemédé, en 1701, pour avoir la grande paix de Montréal avec les Iroquois. Donc, on essaie de faire des pourparlers, mais c'est très difficile. Et est-ce que Maisonneuve voulait les intégrer à la société, les Iroquois, ou non complètement, il voulait... Chemédé voulait intégrer, disons, les Amérindiens christianisés. Donc, ceux qui étaient les Hurons qui se sont bien intégrés. Les Iroquois, on voulait essayer de les convertir, mais c'était plus difficile. Si on ne peut pas les convertir, on va essayer de s'allier avec eux, d'être capable d'aider les Amérindiens, les Autochtones qui sont ouverts à nous. Et il faut voir également que dans la période où Chemédé était là, il y a eu le massacre de la Huronie.
où les Iroquois sont allés massacrer les Hurons dans le nord de l'Ontario. Et il y a beaucoup de Hurons, les survivants, sont revenus, sont arrêtés à Montréal, ils sont retournés vers Québec où ils se sont établis. Et on a encore, dans le cœur de Québec, le village Huron. Max Gros-Louis est un descendant direct des Hurons qui ont été massacrés ou qui ont survécu au massacre de 1649. D'accord. Pour en revenir au tout départ de la fondation de Ville-Marie, pourquoi Maisonneuve il a choisi de s'établir près du fleuve Saint-Laurent? Il faut voir un petit peu, là, je vais peut-être retourner un petit peu parce que l'arrivée de Maisonneuve à Montréal est vraiment une œuvre difficile. 1641, on est à l'automne. On voulait installer la colonie dès 1641. Maisonneuve rencontre Jeanne Mance. Les deux s'entendent pour le développement de Ville-Marie, qui va être le cœur de l'évangélisation de la colonie. On quitte au mois d'août 1641, on quitte, et Jeanne Mance, au bout de 6 semaines, arrive à Québec. Pauvre Chemédé de Maisonneuve, par 3 fois, son navire quitte le port, est obligé de revenir à cause d'intempéries, à cause de bris mécaniques, et il n'arrive qu'à la fin du mois de septembre. Et à la fin du mois de septembre, il est trop tard pour descendre vers Montréal. Et là, les colons de Québec, et là, il faut se dire, toute la Nouvelle-France, on compte 300 colons. 300 colons, c'est même pas une petite école primaire au Québec. 300 habitants, et là, on voit arriver Chemédé de Maisonneuve avec une 50aine de colons, et on a dit « Hey, viens t'installer à l'île d'Orléans, viens t'installer à Québec, reste avec nous, on va être plus puissant. » Mais là, on voit que la mission de Chemédé était vraiment d'aller à Montréal. Comme un militaire qui reçoit une mission, il ne change pas d'avis parce qu'il y a eu des intempéries. Il décide de se rendre jusqu'à Montréal parce que c'est son but ultime. Donc, pendant l'hiver, il va rester chez M. de Puiseaux, qui était un membre de la Société Notre-Dame de Montréal. Et la Société avait envoyé des biens l'année précédente. Donc, il y avait tout un équipement qui était là. Donc, les hommes ont passé l'hiver là, et c'est en 1642 qu'ils ont pu descendre, parce que ça prenait un autre type de bateau pour descendre jusqu'à Montréal. Et en 1642, ils ont pu descendre à Montréal et le 17 mai, fonder vraiment Montréal. Mais vous dites qu'ils sont descendus jusqu'à Montréal, mais ils avaient déjà prévu de s'installer à cet endroit précis? Ils avaient déjà, parce que quand on s'installe, il faut qu'il y ait une plage, il faut qu'il y ait un accès à l'eau. Parce que ce qu'on ignore souvent, c'est que le premier puits qui a été creusé à Montréal, c'est simplement en 1657. Donc, pendant 15 ans, le seul approvisionnement en eau était le fleuve. Donc, on allait directement puiser l'eau au fleuve. Maintenant, les édifices ne sont pas collés sur le fleuve, donc il y a une distance. Donc, chaque fois qu'on devait aller chercher de l'eau, il y avait un risque que les Iroquois soient là. Et on dit souvent dans l'histoire du Québec, derrière chaque arbre autour de Montréal, il y a un Iroquois qui se cache. Donc là, il y a un danger. Et l'aspect militaire de Chemédé est là pour protéger ses hommes et protéger sa population. Comment ils faisaient pour gérer toutes les attaques qui étaient présentes? Est-ce qu'il y en avait beaucoup ou peu? Les attaques étaient régulières. Même comme les résidences étaient un peu loin du fleuve, chaque fois qu'on sortait, il y avait un danger qu'il y ait des attaques comme telles. Donc, Chemédé avait formé ses hommes. Tous les hommes sortaient soit avec un mousquet, avec une épée ou une arme, au cas où ils étaient attaqués. Et même, à un moment donné, il est allé en France rencontrer un spécialiste qui s'appelait Lambert Closs, qui est venu ici avec un de ses chiens, le chien était capable de dépister s'il y avait des Iroquois dans le coin. Donc, on était capable de les flairer s'ils étaient. Et régulièrement, les colons étaient formés. Même qu'en 1663, quelques années avant que Chemédé de Maisonneuve quitte, Maisonneuve a créé la première milice qui existait en Nouvelle-France. On l'a appelée la milice de la Sainte Famille Jésus-Marie-Joseph. Donc, les 139 colons qui étaient là étaient répartis en compagnie de 7 personnes. Un caporal dirigeait 6 autres hommes. Donc, ce qu'on pouvait faire, c'était des tours de nuit, mettre des sentinelles et s'assurer qu'il y ait une protection de la ville en tout temps. Donc, ça, c'était essentiel pour la survie de la colonie. Comment Paul Chemédé de Maisonneuve a réussi à s'entourer de bonnes personnes pour gérer l'administration, comme par exemple Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois? Et là, encore une fois, il faut remettre un peu dans le contexte.
Parce que je vois Paul de Chemédé de Maisonneuve est la personne qui a été choisie par la Société Notre-Dame de Montréal. Et c'est eux qui ont choisi les bonnes personnes. Quand on pense à Jeanne Mance, son cousin lui avait fait lire les Relations des Jésuites. Elle avait vu qu'il y avait déjà des femmes qui étaient rendues dans la colonie. Elle s'est dit, moi, je veux aller là, je veux ouvrir un hôpital, je veux aider ces personnes-là. Même chose pour Marguerite Bourgeois, qui revient en 1653 avec la grande recrue de Montréal, où Paul de Chemédé de Maisonneuve est allé chercher des gens. Elle a été recrutée par la Société Notre-Dame de Montréal. Et ce sont des membres à part, comme je vois, comme une ligue où on a 3 personnes, un triumvirat en quelque sorte. Jeanne Mance, Maisonneuve, Marguerite Bourgeois. 3 personnes qui viennent du même terroir, qui viennent tous de la Champagne, de Troyes, de Neuville-sur-Vanne et d'un autre petit village à côté. Donc, ces gens-là sont des gens alliés ensemble. Imaginez, ils arrivent ici, ils ont contre eux tout l'univers, contre eux tous les Iroquois, mais ils se sentent, leur foi est commune et leur lieu d'origine est commun. Donc, ces gens-là sont motivés par l'évangélisation de l'époque. D'accord. Comment Maisonneuve y communiquait avec les dirigeants de la Nouvelle-France, en France? Là, les communications, c'est quelque chose d'assez difficile. La distance entre Québec et Montréal, qu'on peut faire en 3 heures aujourd'hui avec une voiture, pouvait prendre jusqu'à 8 jours, soit à cheval. Et il faut voir qu'en Nouvelle-France, il n'y avait pas de chevaux avant 1663. Donc, Chemédé de Maisonneuve n'avait pas accès à un cheval le temps qu'il était ici. Il fallait y aller à pied, en canot ou avec des petits bateaux. Donc, il y avait un délai de 8 jours. Donc, imaginez, vous avez votre colonie, vous êtes attaqué par les Iroquois. Ça prend 8 jours pour vous rendre à Québec, 8 jours pour revenir. Donc, vous n'avez pas un système d'appui énorme, rapide. Donc, c'est pour ça qu'il fallait fonctionner comme ça. Et évidemment, il y avait également des dissensions entre Québec et Montréal. On parlait que les gens voulaient que Chemédé reste à Québec au début. Il est venu, ça a été un peu de risque. Mais après ça, vous aviez les compagnies qui, elles, étaient installées à Québec pour la fourrure. Et ici, à Montréal, on voulait faire l'évangélisation. Donc, les gens qui s'impliquent n'ont pas les mêmes buts. Un a un but mercantile, l'autre a un but qui est plus religieux. Ils étaient soutenus par la France là-dedans? Ils étaient soutenus par la Société Notre-Dame de Montréal. Quand ils ont envoyé les 2 premiers bateaux, ils ont amassé une somme de 75 000 livres françaises. Si on transformait ça en argent d'aujourd'hui, c'est comme investir 1,5 million de dollars. C'est énorme. Donc, vous aviez un mouvement religieux de l'époque qui soutenait. Ce n'était pas la France comme telle, ce n'était pas le roi qui soutenait, mais c'était un groupement religieux qui soutenait l'évangélisation. Pourquoi ça a toujours été Paul Chemédé de Maisonneuve, le fondateur de Ville-Marie, alors que Jeanne Mance a énormément contribué? Elle a même été la cofondatrice avec Maisonneuve de Ville-Marie. Là, vous posez une question que les historiens ont toujours un petit problème à répondre. Pourquoi, dans notre histoire du Québec, on reste souvent avec les hommes qui sont les premiers fondateurs? Même en anglais, on dit « his history ». « His », c'est à lui. Donc, on a malheureusement mis souvent les femmes de côté. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que Maisonneuve, comme Jeanne Mance, était au service de la Société Notre-Dame de Montréal. Pour moi, les deux sont sur le même pied d'égalité. Un a fait plus d'aspect militaire, l'autre a fait de l'aspect social. Que demain matin, on me dise, M. Lépine, seriez-vous prêt à dire que les deux sont cofondateurs? Tout à fait. Pour moi, là, les deux méritent le titre de cofondateur. Mais les historiens avant moi, depuis 1642, ont pris une autre opinion. Et on pourrait peut-être remonter jusqu'à Delier de Casson, qui, lui, a déterminé c'est Maisonneuve qui a fondé Montréal. Comment Maisonneuve faisait-il pour s'entourer de bonnes personnes et gérer entièrement la Ville-Marie, en fait, par lui-même? Le recrutement des personnes était fait principalement par la Société Notre-Dame de Montréal, qui, par du prosélytisme, par de l'information,
par la lecture des relations des Jésuites, pouvait convaincre des bonnes personnes comme Jeanne Mans, comme Marguerite Bourgeois, de s'impliquer. Vous avez souvent des gens qui étaient dans la noblesse qui voulaient s'offrir pour l'évangélisation, pour la foi. Donc, ce sont des gens qui étaient en parallèle avec Paul de Chemédé, qui n'étaient pas recrutés exactement par lui. Parce qu'il faut voir que Paul de Chemédé est retourné en 1651, il est retourné 2 ans en France. Recruter des gens, mais recruter des gens, c'était avec la société. Et ces gens-là étaient tous ensemble et ils étaient motivés à revenir ici. Donc, en 1653, quand ils sont arrivés avec 150 colons, et là, vraiment, la ville est repartie. Si on pensait que Québec avait 300 colons, Montréal, avec 150, commençait vraiment à être une ville importante, au cœur du continent et encore plus près des Amérindiens, tant des Hurons que des Iroquois. D'accord. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire par rapport à est-ce que Maisonneuve est un modèle ou un exemple pour tous les autres colons et toutes les personnes de l'administration au quotidien? Au quotidien, il était un exemple pour ses colons autour de lui, parce que c'était un homme qui était sûr de lui-même, qui était prêt à affronter tous les dangers. Mais il faut le voir si c'était un militaire d'expérience. Et un officier est capable de répondre à tous les besoins qui vont se présenter à lui. Il arrive une solution, avec les moyens du bord, il va être capable d'y arriver. Comment s'arrangeait-il pour maintenir de l'eau? S'assurer de la défense des barricades, s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture, d'avoir du grain, ainsi de suite. Ce sont tous des éléments que lui, comme gestionnaire et comme militaire, organisait. Mais Jeanne Mans s'occupait des malades, Marguerite Bourgeois s'occupait de l'éducation des filles, mais lui avait une gestion un peu comme un gouverneur. On lui avait offert de devenir gouverneur de Nouvelle-France, mais il avait refusé. Mais il était comme le gouverneur de la ville, comme le maire qui s'occupait de tous les éléments. Est-ce qu'un jour, il a été plus que fier de sa création de la ville, en fait, de Ville-Marie? Je crois que c'est un homme qui était fier de sa création de la ville, mais qui n'allait pas au-delà et qui était quelqu'un qui acceptait les faits. Quand en 1663, M. de la Dauversière et M. Jean-Jacques Ollier sont décédés, la Société Notre-Dame de Montréal est tombée comme en décrépitude et on l'a rappelé en France. Et là, à un moment donné, pour lui, c'était sûrement une déception. Mais il n'a pas laissé d'écrit sur la déception qu'il a vécue, ni sur la fierté qu'il avait de créer la ville. Mais on peut s'imaginer que le sentiment qu'un officier a fait le bien et a rempli sa mission, c'est ce qui était dans son cœur. Donc, c'est la principale raison, le décès de M. de la Dauversière et... De M. Jean-Jacques Ollier, oui. C'est la Et là, principale. il y avait un manque de financement. Également, les compagnies qui géraient Québec, qui géraient la Nouvelle-France, tombaient un peu en décrépitude. Donc, le roi Louis XIV a décidé de reprendre ça. Donc, en 1663, il a envoyé Jean Talon, qui est devenu vraiment l'intendant et qui a amené une nouvelle vie. Donc, de 1642 à 1663, Montréal a grandi pour vraiment s'inclure dans la Nouvelle-France. Et là, on avait Montréal, Québec et Trois-Rivières. On avait 3 villes. On commençait à avoir une colonie. On était rendu à 3000 personnes dans la colonie. Donc, vraiment, il était l'innovateur avec Jeanne Mans et Marguerite Bourgeois, mais il y a eu un changement pour le mieux par la suite. D'accord. Et qui a repris le contrôle de Montréal une fois qu'il a été renvoyé en France? C'est Jean Talon qui a repris le contrôle de Montréal. Et à ce moment-là, on a amené des choses nouvelles. Jean Talon a envoyé des chevaux à Montréal. Jean Talon a envoyé les régiments de Carignan-Salière en 1665 pour combattre les Iroquois. Les soldats sont restés ici. Donc, on avait des nouveaux colons. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait des militaires qui devenaient colons, mais des colons qui savaient combattre. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On avait des hommes, on n'avait pas de femmes. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie les filles du roi, qu'on va prendre des filles à Paris, dans différentes régions, qui veulent venir ici, marier des jeunes colons, créer une colonie à partir de quelque chose de neuf. Et ces jeunes filles se rendaient où? Chez Marguerite Bourgeois. Donc, on voit vraiment, c'est l'œuf qui va créer le reste de la colonie. D'accord. Comment Maisonneuve
a influencé les militaires d'aujourd'hui? Pour moi, Maisonneuve est un modèle qui peut être suivi par d'autres militaires. C'est un modèle de leadership et un modèle qui est intéressant parce qu'on voit, Maisonneuve a été choisi parce qu'il avait fait son service militaire, qu'il avait combattu. Plusieurs personnes passent à travers le collège militaire ou une formation militaire. Et je vais prendre 4 exemples, 2 contemporains et 2 plus anciens, où on voit vraiment l'impact que le militaire peut avoir sur la vie sociale et même culturelle. Un des exemples, Monseigneur Christian Lépine, qui est l'évêque de Montréal, est un gradué du collège militaire. Il a passé là-dedans. J'ai étudié au collège militaire. Comme civil, j'ai appris comment gérer un peu grâce aux militaires. Et j'ai fait mon service militaire avec 2 Québécois francophones, Alain Tremblay et Richard Blanchette, qui sont devenus des généraux dans l'armée canadienne. Et je peux voir que dans leur cheminement, ils émulent un peu ce que pouvait faire Paul de Chemédé de Maisonneuve. Et ils ont eu à combattre dans différentes actions. Donc, je vois que Chemédé de Maisonneuve est un exemple que d'autres ont pu suivre. Et c'est quelque chose que je peux faire un parallèle. Est-ce que pour vous, ça a été quelqu'un qui vous a marqué dans votre... C'est quelqu'un que je dois admettre que je connaissais peu. Mais maintenant que je le vois, je reconnais ses compétences et je peux imaginer comment il a aidé la colonie et comment c'était essentiel pour la Fondation de Montréal. Autant, sans son aspect militaire, Montréal n'aurait peut-être pas pu exister. Il a laissé quelle trace aujourd'hui, Maisonneuve, à Montréal et à... Maisonneuve à Montréal, c'est que vous avez une grande ville qui existe grâce à lui. Elle a évolué. Elle a dû se défendre graduellement. À un moment donné, en 1776, Montréal a été attaqué par les Américains. Elle est devenue une ville américaine. Donc, je l'imagine, une ville qui est prête à se défendre et à grandir. Maintenant, quand on va dans Montréal, vous avez le parc Maisonneuve, le boulevard Maisonneuve, vous avez des traces qui sont là. Et simplement, les gens qui sont ici, qui parlent encore français, qui sont des descendants des premiers colons qui sont venus de la Grande Recrue de 1653, pour moi, l'héritage de Maisonneuve, elle est là. Elle est dans les gens qui sont ici et qui composent les Montréalais d'aujourd'hui. Bien, merci, M. Lépine, d'être venu répondre à toutes nos questions par rapport à Maisonneuve et ça nous a vraiment aidé à en apprendre plus sur ce personnage historique qui a grandement contribué pour la Nouvelle-France et qui a fondé Ville-Marie. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de participer à cette commémoration du 375e anniversaire et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre projet. Merci.